Bonjour à tous et bienvenue à votre dernière section de théorie de la session hiver 2020. Alors, section 5.3, on va parler d'électromotance induite dans une tige. Ce qu'on va voir ici, c'est essentiellement une deuxième façon de calculer l'électromotance induite dans un bout de fil. On avait fait quelque chose d'essentiellement pareil avec la section 5.1 et 5.2, là. Tu sais, loi de Lenz, loi de Faraday, quand on regardait, par exemple, quand je déplace un cadre à l'intérieur d'un champ magnétique, le flux va changer, donc ça va créer un courant dans le cadre. Bon, on va essentiellement faire la même chose, mais on va s'y prendre différemment. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une tige, seulement une tige, qui se déplace dans un champ magnétique. Puis on va voir pourquoi cette tige-là, finalement, agit comme une pile. OK? Alors, allons-y étape par étape. Prenons un champ magnétique externe qu'on voit ici, qui rentre dans l'écran, et une tige. Elle n'est pas attachée à rien, la tige, là. C'est juste une tige toute seule. OK? Et la tige se déplace comme ça vers la droite à l'intérieur du champ magnétique. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ici? La tige, on le sait, hein, elle contient nécessairement des électrons, puis des protons aussi, mais c'est les électrons qui nous intéressent parce que les électrons peuvent se déplacer. OK? Parce que, bon, on dit, je ne l'ai pas mentionné, là, mais on dit que la tige est conductrice. Oui, évidemment. Il faut que la tige soit conductrice, sinon ça ne fonctionne pas. OK? Donc, il y a des électrons libres de se déplacer à l'intérieur de la tige. Mais les électrons, ils vont se déplacer en même temps que la tige vers la droite. On n'a pas le choix, hein? Ils sont à l'intérieur de la tige. Donc, si on déplace la tige vers la droite, les électrons vont, eux aussi, se déplacer vers la droite. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'électron qui est dans la tige se déplace vers la droite. Puis on a vu section... je me souviens plus du numéro de la section. Ça fait un petit bout déjà, là. C'est chapitre 4. On a vu que si on a un électron ou une particule chargée qui se déplace, disons, dans cette direction-là, à l'intérieur d'un champ magnétique, dans ce cas-ci, mon champ magnétique qui rentre, qu'est-ce qui se passe? Cet électron-là va subir une force magnétique, là. Hein? Une particule chargée avec une vitesse dans un champ magnétique va subir une force magnétique. Pour trouver le sens de cette force magnétique-là, c'est la règle à main droite. Puis, bon, ça fait longtemps, là, hein, c'était la force magnétique est égale à QVB sin θ, ou vectoriel, là, c'était force magnétique est égale à QV croix B. OK? Ça vous dit quelque chose, ça? Ça date un petit peu, mais c'est ça qu'on a de besoin ici. Donc, quand je fais la règle à main droite, on va prendre les doigts, on va les mettre dans la direction du premier vecteur, c'est-à-dire la vitesse, et on va fermer les doigts dans la direction du deuxième vecteur, c'est-à-dire le champ magnétique. Donc, quand je fais la règle à main droite, on met les doigts dans la direction de la vitesse, comme ça, puis on ferme les doigts pour qu'ils veulent rentrer dans l'écran, dans la feuille. Donc là, si vous regardez le pouce, il s'en va vers le haut. OK, mais n'oublions pas une chose, la charge est négative. Q est négatif. Donc, si Q est négatif, le pouce vers le haut, il faut que je l'inverse. Donc là, je vais avoir un pouce vers le bas. Donc, mon électron, qui est dans la tige conductrice, subit une force magnétique vers le bas. OK? Donc ça, très important. Puis, on se souvient que cet électron-là, il est libre de se déplacer dans la tige. Donc, s'il subit une force magnétique vers le bas, ben, on s'en doute bien, l'électron va se déplacer vers le bas. Donc, il va s'accumuler des électrons dans le bas de la tige. Les électrons sont-ils les seuls à subir une force magnétique? Non. Les protons aussi subissent la force magnétique parce qu'eux aussi ils se déplacent. Sauf que les protons ne sont pas libres de se déplacer. Donc, les protons vont rester en place, c'est seulement les électrons qui vont se déplacer. Donc, comme j'ai mentionné, c'est ça qui va se passer. Les électrons vont s'accumuler dans le bas de la tige. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un surplus d'électrons dans le bas de la tige. Donc, le bas de la tige va devenir localement négatif. Et il y aura un déficit d'électrons dans le haut de la tige. Donc, le haut de la tige va devenir localement positif. Okay? Et là, c'est rare qu'on voit ça, mais là, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un champ électrique qui va apparaître à l'intérieur de la tige conductrice. Ouais. Et là, ça, ce qui va se passer, c'est que ce champ électrique-là va
créer une force électrique sur les électrons qui restent dans la tige, parce qu'on s'entend là, c'est pas 100% des électrons qui vont venir s'accumuler dans le bas de la tige. Il va y avoir certains électrons qui vont aller s'accumuler dans le bas de la tige, mais il va y avoir une espèce d'effet d'équilibre. Parce qu'aussitôt qu'il y a des électrons qui s'accumulent dans le bas, ben il y a le champ électrique qui va apparaître dans la tige. Ce champ électrique-là va faire une force électrique, comme on a vu chapitre 1 et chapitre 2. Il va faire une force électrique sur les électrons restants, qui eux ne s'étaient pas encore déplacés. Donc, vous voyez cet électron-là, on a dit, lui, il subit la force magnétique, comme je viens de vous montrer avec la règle de la main droite. Force magnétique vers le bas encore. Mais là, l'électron subit une force électrique, c'est-à-dire qu'il subit une force électrique dans le sens contraire du champ électrique, parce que c'est une charge négative, souvenons-nous on faisait ça, là, chapitre 1 et 2. Donc, essentiellement, la force électrique va pointer vers le haut. Une autre façon de le voir facilement, c'est un électron. Donc, l'électron est attiré par les protons, par j'aime pas ça de dire protons, parce que les protons ne se déplacent pas, là, mais la charge électrique négative ici se sent attirée par le bout de la tige qui est localement positif. C'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez là que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux forces qui vont agir sur l'électron. Et donc, ces deux forces-là, à un moment donné, elles vont devenir égales. OK? Donc, c'est pour ça qu'on n'aura pas la totalité des électrons qui vont se séparer dans la tige, parce que c'est ça, là, il y a une nouvelle force qui va apparaître au fur et à mesure que les électrons se séparent dans la tige, et donc ça peut pas se séparer à l'infini jusqu'à temps que 100% des électrons soient en bas. Okay? Donc, au moment où la force électrique vers le haut vient égale à la force magnétique qui, elle, pointe vers le bas, ben là, on appelle ça une tige en équilibre électromagnétique. Bon, le nom le dit, c'est en équilibre électromagnétique parce que la force électrique est égale à la force magnétique. Électromagnétique. Bon, tout simplement. Et donc, si je veux, je peux décomposer chacune de ces deux forces-là. Force électrique, ça fait longtemps, là, mais bon... ça vous dit quelque chose, là, c'est égal à Q fois le champ électrique. Puis la force magnétique, c'est QVB sin de θ, comme je viens de vous le rappeler, là. Sachant que la vitesse de la tige se déplace de l'électron, c'est vers la droite, et que le champ magnétique rentre dans la feuille, l'angle entre vitesse et champ magnétique, c'est 90. Sin de 90, ça donne 1. Donc, on peut l'enlever. Fait qu'il me reste QE égale à QVB. On peut annuler Q de chaque côté de l'équation. Et je me retrouve avec l'équation intermédiaire E égale à VB. Ensuite, ce qu'on va faire avec ça, là, encore une fois, on retourne dans les équations passées qu'on avait vues. Comment trouver là, la différence de potentiel entre deux points en fonction d'un déplacement que je fais d'un point 1 à un point 2 à l'intérieur d'un champ électrique. Donc ça, écoutez, ça fait un bout là, puis de toute façon, je veux pas que vous appreniez par cœur la démonstration. Je vous le montre juste pour que vous ayez une idée d'où est-ce que ça vient, mais c'est pas plus grave là. De toute façon, c'est juste pour arriver à un résultat qu'on connaissait déjà, essentiellement. Okay? Donc, on utilise cette équation-là, ES cos de θ, et vu qu'on vient de voir que... oui, c'est ça. S cos θ, c'est L. L, c'est la longueur de la tige. Là, je le vois pas ici sur le schéma. Voilà. L, c'est la longueur de la tige. Donc, le déplacement, ou si on veut, la distance entre le haut de la tige puis le bas de la tige, c'est la longueur L. Puis, θ ici, l'angle entre le champ électrique et le déplacement, c'est 0. Donc, cos de 0, ça donne 1. Bon, simplement. Donc, je me retrouve avec delta V est égal à E fois L, mais on a dit que E, c'était égal à VB. Donc, je le remplace ici, on trouve VBL. Puis le delta V, dans le fond, c'est la différence de potentiel créée par la séparation de charge ici. Donc, le delta V, on peut le remplacer par epsilon pour dire que la tige va commencer à agir comme une pile parce qu'elle va créer son propre delta V, finalement. Puis c'est égal à VBL. Mais ça, cette équation-là, c'est exactement l'équation qu'on avait vue à la section 5.2. Pareil, elle est dans votre feuille de formule. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai pas besoin que vous me redémontriez tout ça, là. Vous pouvez tout simplement utiliser l'équation qu'on avait vue section 5.2, qu'on peut réutiliser section 5.3. OK? Donc,
dans le fond, ce qu'on montre là, c'est une nouvelle façon d'analyser un cadre qui rentre dans un champ magnétique, qui rentre ou qui sort, là. OK? Alors, on va se pratiquer un petit peu. Ça, là, un exemple comme ça, on a fait ça plusieurs fois, section 5.1 et 5.2. Là, on va l'analyser, mais avec ce qu'on vient de voir. OK? La tige qui va jouer le rôle d'une pile. OK? Donc, regardons le morceau de droite ici du cadre, là. Le morceau QR, la tige verticale QR. C'est dans le fond exactement une tige comme ça, là. Okay? C'est une tige qui est verticale que l'on déplace comme ça vers la droite à l'intérieur d'un champ magnétique. Okay? Ben, cette tige-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on le sait, elle contient des électrons. Les électrons vont vouloir s'accumuler en bas de la tige, puis il y aura un déficit d'électrons en haut. Donc, le point Q, finalement, serait positif, puis le point R serait négatif. Donc, cette tige-là va agir comme une pile qui a une borne positive vers le haut. Regardez, je vais vous le dessiner, là. Hein, on a notre cadre comme ça ici, là. Cette portion de la tige-là, c'est elle qui m'intéresse. On a dit qu'il y a des électrons qui vont passer d'en haut et qui vont s'accumuler en bas. Ça veut dire qu'il y aura un déficit d'électrons en haut puis un surplus d'électrons en bas. Donc, c'est comme si ce morceau de tige-là, là, si je veux, je peux le remplacer par ceci. Voilà, une pile. Parce que ça fait la même chose, ça pis ça, dans le fond, là. Hein? Ma tige sépare les électrons, ben exactement comme le fait une pile. Okay? Donc là, ça va plus loin parce que si on considère que cette tige-là maintenant agit comme une pile comme ça, ben là, je peux définir le sens du courant induit grâce à cette pile-là. Hein? Si ça, c'est ma pile, ben, on le sait, le courant sort de la borne positive puis il rentre dans la borne négative. Donc là, juste en regardant ça, je sais que le courant dans mon cadre, dans cette situation-ci, va circuler comme ça, en sens anti-horaire. Okay? Bien sûr, j'aurais pu arriver au même résultat en appliquant la loi de Lenz qu'on a vu section 5.1, c'est de dire que le flux est en train d'augmenter à l'intérieur du cadre. Donc si le flux augmente, le courant induit veut s'opposer au champ magnétique externe. Donc pour faire ça, je ne le referai pas au complet là, mais on avait vu que ça prenait un courant en sens anti-horaire, parce que si on fait la règle à main droite avec ça, ça nous fait un champ magnétique induit qui sort de la feuille. Okay? Bon, donc, on arrive à la même conclusion, mais avec une nouvelle méthode. Ça, c'est pour la tige verticale, tige QR. Les tiges qui sont horizontales, donc il y en a deux ici, la tige PQ et SR. Ces deux tiges-là ne vont pas agir comme une pile, parce que les électrons qui sont à l'intérieur de ces deux tiges-là pourraient bien sûr se séparer, mais on l'a vu avec notre tige ici, là, les électrons veulent aller vers le bas de la tige. Donc, vu que mes tiges PQ et SR sont horizontales, ben, la séparation électrons et protons là, se ferait dans l'épaisseur de ma tige horizontale. Donc ça, en considérant que l'épaisseur est très petite, voire même négligeable, on peut supposer qu'il n'y aura pas vraiment de séparation importante à l'intérieur de la tige horizontale, donc elle n'agirait pas vraiment comme une pile. Donc c'est pour ça qu'on dit que les deux tiges horizontales, là, epsilon égale à 0. Hein, ils ne fournissent pas leur propre électromotance. Puis pour ce qui est de l'autre tige qui est verticale, PS, ben elle n'est pas encore dans la région avec du champ magnétique. Donc s'il n'y a pas de champ magnétique, il n'y aura pas de force sur les électrons à l'intérieur de PS, là. OK? Il faut qu'elle soit dans du champ magnétique pour avoir cette séparation-là. Donc, il ne se passe rien avec PS. Elle n'agira pas comme une pile. Mais globalement, donc, le seul bout du cadre qui agit comme une pile, c'est QR, comme on l'a vu. Donc, ça va créer un courant induit dans le sens anti-horaire. Et voilà. Ensuite, on arrive au point où est-ce que mon cadre est complètement à l'intérieur du champ magnétique. On avait vu, section 5.1, que là, soudainement, il n'y a plus de courant induit. Puis notre explication avec le flux, c'est qu'on disait que le flux ne change pas. Quand le cadre est complètement à l'intérieur du champ magnétique, ben, le flux ne change pas parce que la quantité de lignes de champ qui traversent le cadre reste la même. Bon, OK. Donc, pas de courant induit. On peut arriver à la même conclusion avec notre méthode, avec des tiges, là. Méthode de 5.3, on va l'appeler comme ça. Regardez bien. Dans ce cas-ci,
les tiges horizontales, comme on vient de le dire à la diapo précédente, elles n'agiront pas comme une pile. Fait qu'on peut tout de suite oublier les 2 tiges horizontales. Par contre, les 2 tiges verticales, elles sont importantes. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 tiges verticales. La tige verticale QR, elle va continuer à agir comme une pile, comme je vous avais montré ici. Donc, je vais dessiner là, la moitié du circuit. Donc, la tige QR continue d'agir comme une pile. Fait que là, on aurait tendance à vouloir dire, OK, ben, le courant va circuler comme ça. Non. Parce que si on regarde la tige PS, elle aussi, elle est verticale. Donc, elle aussi, elle va subir une séparation de charge à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle aussi, elle va agir à son tour comme une pile. OK? Donc, si elle agit à son tour comme une pile, c'est comme si mon autre côté du circuit agit lui aussi comme une pile. Et ces 2 piles-là vont avoir exactement la même électromotance. Pourquoi? Ben, c'est que cette électromotance-là, on l'a vu, je retourne à l'équation. L'électromotance dépend de quoi? Ça dépend de la vitesse de déplacement, ça dépend du champ magnétique, puis ça dépend de la longueur de la tige. Comprenez qu'ici, les tiges PS et QR, elles ont la même longueur. Elles se déplacent les 2 à la même vitesse et elles sont à l'intérieur du même champ magnétique. Donc, pour cette raison-là, les 2 tiges vont toutes les 2 agir comme une pile, mais étant donné que les 2 piles auraient la même électromotance, ben, il n'y aura pas de courant parce que, tu sais, il y a une pile qui force à contresens, là, c'est des mots qui font pas trop de sens dit comme ça, mais je pense que vous comprenez l'idée, là. C'est 2 piles qui essaient d'envoyer du courant à contresens l'une de l'autre, mais avec la même force, donc finalement, il n'y aura pas de courant. OK? Donc, c'est une autre façon d'expliquer là, pourquoi ici, il n'y a pas de courant qui circule. OK? Et qu'est-ce qui arrive quand le cadre commence à sortir de la région magnétique? Ben là, c'est l'inverse de la première situation. La tige QR arrête d'être une pile parce qu'elle n'est plus à l'intérieur du champ magnétique. Donc, QR n'est plus une pile. Les côtés horizontaux n'ont jamais été une pile de toute façon. Donc là, il reste juste le côté PS qui, lui, agit comme une pile. Donc, s'il y a juste le côté PS qui agit comme une pile, puis le côté de droite n'agit plus comme une pile, ben, côté droit, je le dessine juste comme un fil. Mon côté gauche, lui, il continue à agir comme une pile. Et donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ma pile ici va fournir un courant qui va tourner en sens horaire. Et voilà l'explication. OK? Courant en sens horaire. Bien sûr, on aurait pu ici aussi expliquer le sens du courant par la loi de Lenz, c'est-à-dire le flux est en train de diminuer. Donc, si le flux diminue, le courant induit veut créer un champ magnétique induit qui va venir être dans le même sens que le champ magnétique externe. Donc, si on fait la règle à main droite, il faut qu'on fasse un champ magnétique induit qui rentre dans la feuille. Donc, pouce qui rentre dans la feuille, mes doigts s'enroulent comme ça en sens horaire. Donc, voilà, on arrive au même résultat. Même sens de courant induit. Faisons un petit exercice pour pratiquer tout ça, mais vous avez vu l'équation, là. C'est la même équation, essentiellement, que section 5.2. C'est juste que on arrive à l'obtenir d'une façon différente, puis on peut l'appliquer aussi là, dans nos exercices, comme ce qu'on va voir là, à l'instant même. Okay? Donc, un cadre carré de 20 cm de côté se déplace vers la gauche à 3 mètres par seconde, comme on peut voir sur le schéma. Il pénètre dans une région où règne un champ magnétique uniforme de 0.5 Tesla qui rentre dans le plan du schéma. Sachant que la résistance du cadre est de 10 ohms, déterminez 3 petites choses. Première chose, on veut déterminer le sens du courant induit dans le cadre, horaire ou anti-horaire, hein, c'est l'un ou l'autre. Puis on nous demande de trouver 2 méthodes pour justifier notre réponse. Puis je vais la faire avec vous, comme ça vous allez pouvoir là, vous pratiquer là, d'une méthode autant que l'autre. Alors, commençons par la méthode 5.3. La méthode 5.3, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire de regarder les tiges verticales qui se déplacent à l'intérieur du champ magnétique. Bon, je reviens là, excusez. La tige verticale ici, c'est celle de gauche qui est à l'intérieur, hein, bien sûr, parce que
Celle de droite, elle est à l'extérieur, donc elle ne va pas agir comme une bite. Donc seulement celle de gauche. Donc la tige de gauche, on va dessiner un gros rectangle. La tige de gauche se déplace comme ça vers la gauche, à l'intérieur d'un champ magnétique qui rentre dans la feuille. Ça veut dire que les électrons libres qui sont à l'intérieur de la tige, ben, eux-mêmes, ils vont subir une force magnétique parce qu'ils se déplacent eux aussi vers la gauche dans un champ magnétique. Pour trouver où vont aller ces électrons-là, vers le haut ou vers le bas, on utilise notre règle à main droite avec la petite équation que je vous avais réécrite ici, là, QVB. Okay? Donc les doigts dans la direction de V et on les ferme dans la direction de B. Donc ma vitesse vers la gauche et je ferme les doigts dans la feuille ou dans l'écran dans votre cas. Okay? Donc là, le pouce va vers le bas, mais attention, n'oublions pas que c'est un électron, donc l'électron il est négatif, il faut inverser le pouce. Okay? Donc là, le pouce va vers le haut. Ça veut dire que les électrons dans la tige vont subir une force magnétique vers le haut. Et puisqu'ils sont libres de se déplacer, ben ça veut dire que, tiens, je vais les redessiner à côté ici, là. Ça veut dire qu'il y aura un surplus d'électrons qui va s'accumuler dans le haut de la tige, mais à l'inverse, ça veut dire qu'il y aura un déficit d'électrons dans le bas de la tige. Donc ça va être des petites charges positives finalement. Okay? Et donc, cette tige-là va agir comme une pile qui a une borne positive en bas et une borne négative en haut. Comme ceci. Et puisque c'est la tige de gauche du cadre là, qu'on est en train de dessiner, là, ben, si je dessine le cadre au complet, voilà. Donc une pile orientée comme ça dans un cadre comme ça va créer un courant, on s'entend, en sens anti-horaire. Et voilà. Ça, c'est la méthode 5.3. OK? Méthode 5.1, tiens, je vais l'écrire là. Méthode 5.3, puis méthode 5.1. Méthode 5.1, c'est de regarder comment le flux change. Okay? Regardons la situation ici. Le cadre est initialement à l'extérieur de la zone magnétique et il est en train de se déplacer à l'intérieur, vers la gauche. Donc ça veut dire, si on regarde le flux, ou si on veut, de façon imagée, la quantité de lignes de champ qui traversent le cadre, est-ce que c'est en train d'augmenter ou diminuer? Ça augmente. Okay? Parce que plus le cadre rentre à l'intérieur de la région magnétique, plus on peut s'imaginer qu'il y a un grand nombre de lignes de champ magnétique qui traversent le cadre. Okay? Jusqu'à temps qu'il soit, évidemment, au complet dans la zone magnétique. Mais vous voyez l'intersection entre le cadre et la région mauve, ben ça serait finalement là, l'air qui contient le champ magnétique. Donc plus cette terre-là à l'intersection augmente, ça veut dire plus le flux augmente. Donc, si le flux augmente, on va l'écrire sur la feuille. Le flux magnétique augmente. Si le flux magnétique augmente, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un courant induit qui veut faire quoi, le courant induit? Est-ce qu'il veut s'opposer au champ magnétique externe ou est-ce qu'il veut être dans le même sens? Quand le flux augmente, on veut s'opposer. Quand le flux diminue, on veut être dans le même sens. Dans le fond, le courant induit va créer un champ magnétique induit qui va essayer de compenser la variation de flux. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ici, mon courant induit va créer un champ magnétique induit qui va aller à contresens de l'extérieur. Parce que le flux augmente. Quand le flux augmente, on veut créer un champ magnétique induit à contresens de champ extérieur. Donc le courant induit va créer un champ magnétique induit à contresens ou de sens inverse, là, et vous pouvez l'écrire comme vous le comprenez le mieux, là, à contresens de champ magnétique externe. Okay? Le champ magnétique externe, c'est celui-là, là. C'est celui qui est déjà présent dans la région, c'est celui qui rentre dans la feuille. Donc, mon cadre veut créer un champ magnétique induit à contresens de B externe. Donc, si B externe rentre dans la feuille,
Moi, je veux créer un B induit qui sort de la feuille. Donc, je veux un B induit qui sort de la feuille. Si je veux un B induit qui sort de la feuille, je mets mon pouce qui pointe vers le plafond. OK? Ça sort de la feuille. Puis là, je regarde, mes doigts, ils tournent dans quel sens? Sens anti-horaire. Donc, ça, c'est I induit, ça. Donc, par la règle à main droite, I induit en sens anti-horaire. OK? Puis, on voit qu'on arrive à la même réponse avec les deux méthodes. Ben oui, il faut. On n'a pas le choix. Si on arrive à deux résultats différents, ben c'est qu'on a oublié quelque chose à quelque part. Donc, on s'est planté, là. OK? Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait. OK? Juste réviser, là, section 5.1 si c'est pas clair. Sinon, bien sûr, vous pouvez poser la question en commentaire. On est rendu à la question B. La puissance dissipée dans le cadre sous forme d'énergie thermique. Bon, on nous dit que le cadre possède une résistance de 10 ohms. OK? Puis là, nous, ce qu'on vient de comprendre, c'est que la tige de gauche agit comme une pile. Donc, si elle agit comme une pile, cette pile-là va fournir une différence de potentiel. Et cette différence de potentiel-là va se dissiper, là, tout au long du cadre, parce que le cadre possède une résistance. Et on a vu, bien sûr, au chapitre 3, là, comment faire pour calculer une puissance dissipée dans une résistance. Hein? Souvenons-nous, là, les puissances, on avait 3 équations qu'on pouvait utiliser. Moi, j'utiliserai celle-ci, delta V carré sur la résistance. Bon, pourquoi? Ben, c'est que la résistance, je la connais, c'est 10 ohms, on me le donne dans l'énoncé. Et delta V, a priori, pour le moment, je le connais pas, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le trouver. Parce que on sait que la pile qui est ici, ou du moins la tige qui agit comme une pile, elle fournit une électromotance epsilon. Et ce epsilon-là, on a vu comment le calculer. Puis ce epsilon-là, dans le fond, c'est le delta V que je vais inscrire là-dedans. Là, parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est ça la source, donc c'est ça qui va fournir le delta V. Donc, epsilon, on avait vu VBL. OK? Donc, ça, c'est dans la feuille de formule, fait que je peux l'utiliser tel quel, pas besoin de démontrer. V, c'est la vitesse de déplacement de la tige. On me le donne dans l'énoncé. Se déplace vers la gauche à 3 mètres par seconde. Le champ magnétique externe, c'est 0.5 Tesla. Et L, la longueur, il faut faire attention, c'est la longueur verticale de la tige. Bon, dans ce cas-ci, on disait dans l'énoncé que c'est un cadre qui est carré. Donc, on pouvait pas vraiment se tromper, là. Mais mettons que je vous avais donné un cadre qui est rectangulaire, ben, ne vous trompez pas. Il faut prendre la longueur qui est verticale. C'est la longueur de la tige qui agit comme une pile qu'on veut ici dans cette équation-là. Okay? Bon, donc on fait ce calcul-là. On obtient un epsilon ou un delta V là, de 0,3 volts. On prend ça, puis on peut venir le plugger dans mon équation de la puissance parce que c'est ce que je cherche. Donc 0.3 au carré divisé par la résistance de mon cadre, c'est-à-dire 10. Et ça me donne 0,009 watts parce que c'est une puissance. Et voilà. Okay. Le C est fait. Le B est fait, pardon. On est rendu au C. La force externe nécessaire, module et orientation pour que le cadre se déplace à vitesse constante. OK, ça, c'est peut-être pas évident, mais c'est pour ça que je voulais qu'on le fasse en exercice ensemble. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le fil vertical, là, qui agit comme une pile, lui, là, il contient un courant maintenant. On est d'accord parce qu'il agit comme une pile, donc il y a un courant qui passe. Donc ce fil-là il agit comme une pile et il a un courant qui le traverse. Donc, là, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qu'il fournit comme électromotance, c'est le courant qui le traverse. Okay? Pourquoi ça m'intéresse? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça, c'est ma tige de gauche, là, avec la pile à l'intérieur puis la séparation. On sait que quand on regarde le schéma, le courant qui traverse la tige de gauche va vers le bas. Donc, je vais le dessiner. Courant dans la tige qui va vers le bas. On a vu aussi, chapitre 4, qu'une tige qui contient du courant, s'il se déplace à l'intérieur d'un champ magnétique, et c'est le cas parce qu'il y a un champ magnétique externe,
S'il se déplace dans un champ magnétique externe, le fil, la tige, va subir une force magnétique. Et là, ne vous trompez pas, je ne parle pas de l'électron à l'intérieur de la tige, je parle de la tige au complet qui contient un courant. Elle va subir une force magnétique avec la règle, l'équation qu'on avait vue. Force magnétique sur une tige, c'était IL, produit vectoriel B. Voilà. OK? Donc, cette tige-là va subir une force magnétique qu'on peut trouver, elle aussi, là, avec la règle de la main droite. Parce que, finalement, on a comme décidé de déplacer le cadre vers la gauche. Donc, en faisant ça, on déplace la tige, donc elle va subir cette force magnétique-là. Pour trouver la direction que subit la tige, on fait la règle de la main droite en mettant nos doigts tout d'abord dans la direction L. Direction L, c'est finalement la même direction que la direction du courant. Là. OK? Donc, ça veut dire vers le bas. Donc, les doigts dans la direction L et on ferme dans la direction du champ magnétique. Donc, là, ouais. OK. Je vais faire un peu de gymnastique, là. Courant vers le bas. OK? Je ferme les doigts dans la feuille. Donc, vous voyez, ça donne un pouce. Ouais, vous avez de la misère à voir. Ça donne un pouce vers la droite. Attends, je vais l'essayer comme ça. Courant vers le bas. Je ferme les doigts dans la feuille. Donc, comme ça, ça donne pouce vers la droite. Essayez-le devant vous, là. Peut-être ça va être plus facile que de me regarder, là, gesticuler. Moi, c'est difficile parce qu'il faut que je reste dans le cadre de la caméra, là. Mais si vous êtes plus libre, c'est plus facile de le faire. Donc, la tige subit une force magnétique vers la droite. Donc ça veut dire là que la tige va ralentir. Hein? Si je lance le cadre comme ça vers la gauche pour donner une vitesse vers la gauche, ben puisque le bout de fil ici subit une force vers la droite, ça va faire ralentir le cadre. OK? Donc là, c'est pour ça que la question dit quelle est la force nécessaire qu'il faudrait appliquer sur le cadre pour qu'il soit capable de se déplacer à vitesse constante. Pour que le cadre soit capable de se déplacer à vitesse constante, il faudrait que j'applique une force extérieure sur le fil ici ou sur le cadre, là, peu importe, qui vient s'opposer à la force magnétique. Donc, j'aurais une force extérieure vers la gauche. Puis quand on dit force extérieure, là, ça peut être juste moi, là, ça peut être un humain là, qui pousse sur le cadre comme ça. Il faut que la force extérieure soit égale en grandeur à la force magnétique. Okay? Il faut qu'elle soit égale et opposée. Comme ça, la tige va être à l'équilibre, elle va se déplacer sans accélération. Donc ça veut dire qu'elle va se déplacer à vitesse constante. Donc la grandeur de ma force extérieure doit être égale à la grandeur de ma force magnétique. Ma force magnétique, c'est ILB, comme ça, mais on n'oublie pas, il y a un signe de θ, là. Bon, là, très souvent, c'est 90, mais il faut quand même passer par cette étape-là. Donc, ma force extérieure est égale au courant qui circule dans la tige. Je ne l'ai pas encore, le courant qui circule dans la tige, mais n'oublions pas, ΔV égale à RI. Le I... c'est mon inconnu dans cette équation-là, parce que le ΔV, je l'avais trouvé en B, hein, c'est 0.3. La résistance, c'est la résistance de mon cadre au complet, c'est 10. Donc mon courant I, c'est 0.3 divise par 10, c'est 0.03 ampères. Bon, très bien, je peux revenir ici, je le plug là-dedans. 0.03 ampères, c'est mon courant. L, c'est la grandeur du fil, c'est 0.2. Ben, c'est 20 cm, mais en mètres, c'est 0.2. Fois le champ magnétique externe, qui est de 0.5. Et θ, ici, pour faire les choses correctement, ce serait l'angle entre la longueur du fil et le champ magnétique. Mon fil, la longueur de mon fil pointe vers le bas dans mon plan XY, qui est ma feuille, pendant que le champ magnétique rentre dans la feuille. Donc, quel est l'angle entre ce vecteur-là et ce vecteur-là? Ben, vous le voyez, si je le mets comme ça, hein, c'est 90. C'est l'angle qui est là. 90. Donc, signe de 90, ça va donner 1, le signe de 90, bien sûr. Donc, on trouve force extérieure, la grandeur donne 0,003.
Newton. Et est-ce qu'on demande on demande module et orientation. Donc, il y aurait deux façons de répondre à cette question-là. Vous pourriez dire 0.003 Newton vers la gauche pour la force extérieure. Il faut que ce soit vers la gauche. Ou bien, on pourrait aussi l'écrire là, mathématiquement. Là, si on considère que j'ai un système d'axe classique, là, X vers la droite, Y vers le haut, ben là, on dirait ma force électrique, il faut qu'il soit vers la gauche. Donc, vers la gauche, ça veut dire en moins X. Donc, avec les petits vecteurs unitaires qu'on avait vus, là, ce serait force extérieure, flèche, égale à moins 0,003 I, Newton. En I négatif parce que sens contraire de l'axe X. Et voilà pour notre exercice ici. Et donc, bonne nouvelle, ça met fin à la théorie là, en vue de l'examen final. Je vous avais envoyé un MIO, hein? Petit rappel, là, l'examen n'est pas récapitulatif. Donc, les questions vont porter sur toutes les sections qu'on a vues du chapitre 4 et les 3 sections qu'on a vues dans le chapitre 5. Et je dis qu'il est non récapitulatif, mais ce que ça veut dire, c'est que je ne vous poserai pas de questions directement sur la matière des chapitres 1, 2 et 3, par exemple. Mais il y a des acquis dans ces chapitres-là qu'il faut qu'on soit capable de maîtriser. Là. Par exemple, la loi d'Ohm. Là. On s'entend, c'est du chapitre 3. Je ne vous poserai pas de questions directement sur la loi d'Ohm, mais il faut être capable de l'appliquer comme dans l'exercice qu'on vient de faire, on l'a vu, il faut qu'on soit capable d'appliquer la loi d'Ohm. Même chose avec la force électrique, il faut qu'on sache qu'elle existe dans des situations comme ça, parce que sinon ça ferait pas de sens. Puis de toute façon, la force électrique, elle est présente aussi dans plusieurs sections du chapitre 4. Donc, il faut être capable de les utiliser, mais les questions ne seront pas directement sur la vieille matière, bien sûr. Voilà pour la théorie. Je vais vous concocter un examen formatif prochainement là, et puis j'essaierai de vous mettre le corrigé en ligne aussi, comme ça va vous donner une bonne idée là, de ce à quoi vous attendre pour l'examen final. Alors, bon travail, bonne préparation, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Allez, à plus!